Bonjour et bienvenue sur le plateau TV des journées francophones de radiologie 2017. Professeur Guillaume Gorincourt, bonjour. Bonjour, Alors merci vous de m'accueillir. merci d'être sur notre plateau. Vous êtes radiologue à l'hôpital La Timone à Marseille. On va parler d'imagerie post-mortem. Vous allez nous expliquer plein de choses. J'ai plein de questions à vous poser. Imagerie post-mortem, les morts. Oui, en fait, c'est assez paradoxal puisque l'imagerie en général, la radiologie a été très tôt utilisée dans le post-mortem, les rayons X finalement. En 1898, on a eu la première radiographie utilisée dans une cour de justice, mais le saut vers l'imagerie en coupe ne s'est pas fait avant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir une pratique, je ne dirais pas quotidienne, mais très régulière, d'utiliser l'imagerie en coupe, scanner surtout, et puis un peu IRM aussi, pour l'étude post-mortem. Alors, vous travaillez avec la police, vous travaillez avec les médecins légistes. On va dire, la radiologie, elle est maintenant reconnue auprès des instances juridiques. Alors, concrètement, racontez-nous comment ça se passe. Eh bien, en fait, on va dire le procédé fonctionne avec le filtre du médecin légiste, celui qui va être convoqué sur une scène de crime, une scène accidentelle. Et tout le travail qu'on a fait de collaboration avec eux fait qu'il va avoir, lui, le sentiment que, parce que le cas pose certaines difficultés techniques, par exemple pour de la balistique, beaucoup de projectiles, des discordances entre l'examen à lever du corps et les circonstances supposées du décès, font qu'il va se dire l'imagerie va nous aider. À ce moment-là, il nous demande d'effectuer un scanner avant l'autopsie, en post-mortem. Et puis, on va retravailler avec eux ensuite sur le dossier pour les aider à leur apporter de la documentation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des preuves, c'est des documents pour objectiver un peu plus puissamment les choses. Et l'imagerie va avoir un côté démonstratif qui va les aider. Alors, vous parliez de la balistique. On peut également évoquer peut-être la maltraitance. Est-ce que ça sert aussi à identifier des personnes ? Tout à fait. Alors, les champs sont assez vastes. On a deux spécificités à Marseille, malheureusement, entre guillemets, qui sont la balistique et les accidents de plongée, où ça nous a fait aussi beaucoup progresser dans la compréhension des mécanismes des accidents de plongée. La maltraitance est également un élément qui est important. Effectivement, on va pouvoir essayer de rechercher, par exemple, sur des morts supposées inattendues du nourrisson, l'imagerie post-mortem va pouvoir parfois redresser le diagnostic en mettant des éléments en avant qui font suspecter une maltraitance. Le dossier passera de médico-scientifique en médico-judiciaire, ça va tout changer. Il y a également des morts suspectes, des corps retrouvés au domicile décédé, sans circonstances. Identification, c'est un facteur important. Classiquement, pour identifier, c'est l'ADN et les empreintes. Et on se rend compte que, par exemple, quand on dispose d'une imagerie avant la mort, on peut comparer les données d'imagerie pré-mortem et post-mortem et faire un match. Donc plus que de l'identification, c'est de la reconnaissance. On peut reconnaître quelqu'un si on lui fait une imagerie post-mortem et qu'on peut la faire correspondre à son imagerie pré-mortem, notamment au niveau des sinus de la face. Alors, donc, les radiologues, là, vous venez de le démontrer, ont un vrai rôle dans les autopsies. Oui, moi je donne toujours cette comparaison-là. Aujourd'hui, un chirurgien ne va pas se lancer dans une chirurgie compliquée sans avoir fait une imagerie préopératoire de son patient vivant. Et on va l'aider à identifier quel sera le meilleur abord chirurgical, quelle sera la meilleure réduction hépatique à faire, par exemple. Et bien c'est pareil, le médecin légiste, avant de se lancer dans une autopsie qu'il va supposer complexe, va la préparer par l'imagerie post-mortem, en particulier le scanner. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle discipline qui est de plus en plus reconnue par les instances judiciaires, les policiers et les avocats. Alors, comment tout ça, ça se combine ? Alors c'est vrai que cette année, on a une journée entière au JFR qui est consacrée à cette nouvelle technique. Donc ça montre bien l'importance que c'est en train de prendre. C'est vraiment, encore une fois, comme pour la radiologie clinique, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc on a fait beaucoup d'informations, beaucoup de formations. On est allé voir les avocats au barreau, on est allé voir les gens du parquet et on leur a montré ce qu'on pouvait faire en collaboration avec nos légistes et comment chaque technique avait ses propres avantages, ses propres inconvénients, mais les deux ensemble, l'autopsie et l'imagerie, ont augmenté le niveau de preuve pour démontrer que la cause la plus probable était bien celle supposée ou au contraire une autre. Est-ce qu'il y a de nouvelles techniques qui vont encore se développer ? Alors oui, l'IRM commence également à arriver dans le post-mortem. Il y a notamment, on va avoir probablement, il y a beaucoup de travaux de recherche sur la datation de la mort. C'est un vrai problème. Vous savez, c'est dans ces séries scientifiques, c'est le légiste qui met le thermomètre dans le foie pour voir la température et qui dit
Il y a beaucoup de travaux de recherche qui commencent à dire sur l'évolution en spectro-IRM des métabolites du cerveau, on pourra peut-être dater de manière beaucoup plus précise la mort. Ça, c'est un champ qui est absolument passionnant. Mais il y a aussi l'imagerie médico-légale du vivant. Et il y a, par exemple, des travaux qui étudient, par exemple, est-ce que quand quelqu'un ment ou dit la vérité, est-ce que ce sont les mêmes aires du cerveau qui s'activent? Et il y a un peu ce fantasme du détecteur de mensonges qui peut-être sera un détecteur de mensonges en IRM fonctionnel. Dites-moi, est-ce que c'est une nouvelle discipline qui attire les internes en radiologie? Alors c'est vrai que paradoxalement, on avait un peu peur, entre guillemets, avec le côté sanguinolent que ça peut avoir. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le côté atypique, dans le sens où il y a peu d'autres domaines où on va travailler avec la police scientifique, par exemple, pour travailler sur les résidus de poudre. Et il y a ce côté, effectivement, où finalement toutes les séries scientifiques, les experts, etc., ça a rendu finalement cette activité un peu attractive de manière paradoxale. Alors quoi, c'est des autopsies virtuelles en fait? Voilà, l'autopsie virtuelle, c'est un grand mot, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Moi, je trouve qu'il fait bien son travail, et ça n'est rien d'autre que la mise à disposition de la justice et de la médecine légale des outils d'imagerie moderne, en particulier en coupe. Allez, Guillaume Gorincourt, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ajouterais, venez assister aux conférences demain. Il y a plein de choses. Il y a de la balistique, il y a la maltraitance, il y a toute une session sur la façon dont l'imagerie a pu jouer un rôle dans les grands procès de l'histoire, et puis aussi les perspectives futures, dont on a un peu abordé. Donc il y a 4 ou 5 sessions demain. Venez nombreux, j'espère. Il y aura des choses passionnantes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu aborder justement les grands procès de l'histoire. Il y a le professeur Hermann Vogel, qui est probablement une des mémoires vivantes de ce domaine-là, qui nous fait le grand plaisir d'être là demain. Donc venez assister à sa conférence. Il parle un français absolument parfait en plus. Donc je vous attends nombreux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur. Merci à vous.